Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche pendant 30 minutes et ce soir, je reçois Jacques Bélier, le maire de Jouy-en-Josas. L'Hebdo Politique, Véronique de la Maisonneuve. Jacques Bélier, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né le 19 juillet 1941, vous êtes donc maire de Jouy-en-Josas depuis 2008, je précise sans étiquette. Vous êtes également vice-président de la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc, en charge de la commission culture et sport. Dans le civil, vous étiez ingénieur dans les travaux publics. Vous avez d'ailleurs réalisé de nombreux chantiers en France et à l'étranger. Ce soir avec vous, nous allons parler évidemment de la campagne présidentielle et législative et de l'actualité de votre ville. L'Hebdo Politique sur Sensation. Alors je le disais en vous présentant, vous êtes sans étiquette, vous n'êtes pas affilié donc à un parti politique. Est-ce que pour autant vous avez apporté un parrainage à l'un de nos candidats à la présidentielle ? Votre question tombe très bien parce qu'elle m'a été posée l'autre jour par un jeune à qui je remettais sa carte d'électeur, de premier électeur. Pour la première élection, puisqu'il avait 18 ans, il m'a posé la même question. Et vous lui avez répondu ? Et je lui ai répondu non, je n'ai pas parrainé personne. Pour différentes raisons. La raison principale, c'est que, comme vous l'avez dit, je suis élu maire sans étiquette, c'est-à-dire qu'on a constitué, pour gérer la ville, une équipe composée de personnes de sensibilités différentes, toutes réunies autour d'un projet, qui ont adhéré à ce projet. Et je pourrais citer des gens qui sont plutôt situés à gauche, d'autres qui sont plutôt situés à droite, d'autres sans opinion exprimée. Et tout ce petit monde s'entend bien pour gérer la ville qui, avec 8000 habitants, ne nécessite pas des ralliements à des partis politiques importants. Donc voilà, c'est une aventure qu'on tient depuis 8 ans plus 3, depuis 6 ans plus 3, ça fait 9 ans. Ça se passe bien, donc je n'avais pas de raison d'introduire un coin en m'affichant avec tel ou tel candidat. Et puis la deuxième raison, un peu moins importante, c'est que tous les candidats dits sérieux ont les parrainages qu'il leur faut, donc c'est une deuxième raison pour laquelle je n'ai pas besoin de m'exposer à la colère d'une partie de mes conseillers. C'est ça pourrait... Colère non. Ou même de vos habitants, puisqu'ils savent qu'ils ont... C'est ça, mes habitants. Ouais. C'est arrivé, quand je prenais des positions sur les élections passées, pour soutenir un voisin, un maire voisin ou une conseillère départementale, qu'on me dise tu t'engages un peu là. Alors je leur expliquais que je m'engageais pour une personne qui me paraissait porter elle aussi un projet. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir des reproches de la population là-dessus. Voilà. Alors, ce que vous arrivez à faire, vous nous dites depuis 9 ans, c'est un peu le rêve de tous les hommes politiques, que tout le monde s'entende dans une seule assemblée et puisse comme ça diriger, alors vous, une ville. Est-ce que vous pensez que c'est possible à un étage au-dessus, c'est-à-dire que c'est possible pour le pays ? La question difficile, parce que tout le monde s'entende, c'est pas le cas. On a forcément des débats. Mais ce qui n'empêche pas la marche du exactement. À Jouy-en-Josas, on dit chacun vote librement. À 2 détails près qui sont importants. C'est le vote du budget, je veux l'avoir l'unanimité de ma majorité. On en reparlera de votre budget. Et puis sur les grandes questions d'urbanisme, il vaut mieux qu'on soit aussi ensemble dans la même direction. Mais sur les autres questions, chacun a évidemment sa liberté. Je crois qu'à l'échelle d'un pays, c'est plus difficile. Pourquoi ? Parce que pour un pays, il faut avoir vraiment un projet très, très solide, très constitué, qui touche à énormément de domaines. Et ces projets-là, autant je suis réticent à la présence des partis politiques dans la gestion des villes de taille moyenne, je suis modeste pour les autres, autant pour un pays, je pense que les partis politiques sont faits pour ça, précisément, pour élaborer, ce sont des chapelles de réflexion, ils sont là pour ça, pour élaborer des projets autour desquels peuvent se dessiner des candidatures, puis ensuite s'organiser, disons, des élections. Et pourtant, on voit bien, notamment avec la candidature d'Emmanuel Macron, que le pays le suit et a l'air de vouloir justement qu'il y ait une entente et que ne soit pas toujours parti de droite, parti de gauche, l'un en face de l'autre, ce qu'on a depuis le début de la 5e. C'est vrai, c'est une expérience intéressante. J'y vois l'intérêt que ça fait éclater les cadres, ça brise les cadres aujourd'hui. Et c'est positif, c'est ça ? C'est très positif, Ceci dit, même si Emmanuel Macron ou quelqu'un de la même volonté de sortir du cadre réussit un mandat, 2 mandats, je pense que tôt ou tard on reviendra dans un système de mandats porté par des partis. Et je trouve ça bien, à condition que les partis sachent bien tenir à leur place, ce qui n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, et puis dans les villes dont j'assume la gestion.
Mon espoir, mon espérance, ça serait évidemment que ces expériences réussissent. Et je pense que pour réussir, il faudrait là aussi qu'on trouve un rassemblement qui se fasse autour d'un projet à portée de mandat, donc sur 5 ans, un projet très déterminé. Et je pense que ce projet, en 2017, pourrait être construit autour de la priorité des priorités à mes yeux, qui est la lutte contre le chômage. Ou en tout cas la lutte pour l'emploi, pour tourner ça d'une manière plus positive. Parce qu'il y a des emplois salariés, il y a des emplois non salariés, il y a des emplois de bénévoles, il y a des emplois de toute nature. Ce qui me paraît capital, c'est qu'on arrive à donner une occupation sociale, enfin d'intérêt social, à chacun des citoyens de notre pays. Donc je crois que autour de cette mobilisation-là, j'aurais bien vu, ou je verrais bien, l'organisation d'une candidature non partisane. Mais pour ça, il faut laisser de côté les égos, et c'est un peu compliqué quand on arrive à ce niveau-là. Il faut laisser passer de côté les égos, premièrement, et puis deuxièmement, il faut être capable de hiérarchiser les priorités en disant tout le reste, on va d'abord construire, et l'emploi touche à énormément de volets de la vie civile, mais néanmoins, il faut être capable d'annoncer une mobilisation, je le répète, qui soit vraiment... qui tire les citoyens dans le bon sens, et non pas simplement quelqu'un qui décrète un programme vu de haut, et encore moins un programme style Galerie Lafayette où vous trouvez tout de A à Z, ce à quoi je suis assez réticent. Beaucoup d'observateurs et même des électeurs disent que cette campagne est complètement folle, qu'on parle plus des affaires que de projets. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez ça triste pour la démocratie et pour la France? Sans rentrer dans les détails de telle ou telle affaire, c'est pas la question, mais le débat n'est pas... Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais je ne trouve pas ça triste. Je pense que enfin, j'espère en tout cas qu'un nouveau monde est en train de naître. Il fallait passer par là ? Il faut passer par là, oui. Qui remet en cause la suprématie des partis qui occupaient, à mon avis, beaucoup trop de place dans la vie politique. Et qui aussi remet en cause l'impunité des hommes politiques. Et je trouve très bien, alors qu'on aille taquiner un tel ou un tel pour ses boutons de manchette, où ça me paraît pas très digne. Mais ceci dit, il reste quand même des comportements qui sont pas forcément ceux de candidats à l'élection présidentielle. Et je trouve très bien que ça soit remis en cause par cette campagne un peu agitée. Est-ce qu'il faut légiférer? Il faut aller plus loin et vraiment la transparence totale, notamment dans ce milieu politique? Tout le monde le souhaite, évidemment. L'analyse que je fais, c'est que, pour le pratiquer un peu dans mon métier de maire, c'est qu'il y a un monde qui est hors sol, très écarté, très éloigné finalement, quoi qu'il en dise, de la réalité des gens qu'on rencontre sur les marchés ou qu'on rencontre dans la rue. Et ce monde-là a besoin qu'on le ramène aux réalités. Je trouve que cette campagne est de nature à le ramener à la réalité. Je m'en réjouis. Bon, ceci dit, laissez-moi compléter, si la campagne se bornait à ça, ce serait évidemment très malheureux. Donc j'espère bien que dans les 4 ou 3 dernières semaines, on mettra en face et en comparaison non seulement les campagnes, mais aussi les hommes, parce que c'est un poste éminemment institut-personné, c'est un poste éminemment porté par une personne. Donc on les verra dans les débats télévisés, on les verra dans les journaux. Déjà, certains journaux commencent à comparer sur différents axes. C'est pas trop tard ? Non, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard. Je suis certain que, on l'a vécu dans des élections passées, que le vote se fait dans les dernières semaines. Il y a même quelquefois des effets de ballast où vous avez toute une partie de l'opinion qui bascule. Un des candidats a bien montré qu'il était capable d'emporter la primaire alors même qu'on l'annonçait perdant. Donc il peut y avoir des mouvements. Ce que je souhaite simplement, c'est que si mouvement il y a, ce mouvement-là se fasse autour de l'adhésion à une personne et de l'adhésion à un projet d'une personne, indépendamment de tous les égos. Le risque qu'on voit en ce moment pour certains, c'est que cette adhésion aille vers les extrêmes. C'est aussi de la petite musique qu'on entend un petit peu en ce moment. Ça vous chagrine, ça ? Ça me chagrine énormément, bien évidemment. Mais excusez-moi de faire un raccourci très rapide. Je pense que les extrêmes sont nourris par le mal-être des gens, pour ne pas dire le malheur des gens. Donc les extrêmes sont nourris par le chômage. Vous auriez une proportion d'emploi, enfin de chômage de 4-5%. Je pense que on aurait moins de problèmes. Vous avez tout un désespoir social, un sentiment d'inutilité qui est nourri par ce phénomène-là,
que je mets vraiment en priorité des priorités. Donc c'est eux qui nourrissent les extrêmes, qui nourrissent ce sentiment, mais on voit aussi que les Français n'ont pas la réponse dans les autres partis non plus. Sinon ils iraient vers ces partis-là. Les extrêmes, c'est tout bon pour eux, ils prennent au passage, c'est tout. Non, j'estime que c'est la situation de l'emploi en France qui fait que, désespérés, ayant testé à la droite puis la gauche et voyant que ni l'un ni l'autre ne répond à leurs problèmes, je comprends très bien cette tentation, sans la partager évidemment, de certains Français de se dire puisque c'est comme ça, je vais voter extrême droite ou extrême gauche, indiscutablement. Ou s'abstenir, c'est aussi une des choses qu'on entend beaucoup. C'est un autre risque, et ça sera l'objet de l'éditorial de mon prochain mot du maire, dans lequel je vais inviter les gens à voter, même blancs s'ils veulent, mais qu'ils votent, qu'ils soient présents. Là, vous parliez d'un jeune qui est venu, c'est positif, ça. Oui. Et je les ai invités, ça a fait très plaisir, parce qu'il y avait une poignée, ils étaient une vingtaine, et leur réaction était saine. Je leur ai dit, surtout ne vous arrêtez pas, ne dites pas, comme certains, tous pourris, votez, parce que c'est un droit que beaucoup de pays nous envient. Il faut en user de ce droit-là. Et par votre réaction et votre présence, vous arrivez à faire bouger les choses. Alors, vous parliez de la personnalité d'un homme. Alors, vous avez sur votre commune la maison de Léon Blum. Oui. Alors, c'est homme important, historique et politique. Et alors, c'est le passage obligé de tous les politiques aussi. Hein. Vous les avez tous. On a eu Najat Vallaud-Belkacem il y a quelques semaines. Vous avez eu le président il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en allant visiter, et qu'est-ce que représente Léon Blum, puisque vous le connaissez bien de par cette maison? Oui. Je récuse le terme politique, je ne suis pas un politique, je suis un élu pour 6 ans, 12 ans maintenant, mais je ne suis pas un politique, je ne suis pas professionnel de la politique. Non, lui, je disais Léon Blum, qui était un homme historique et politique très important en France. J'ai découvert Léon Blum en prenant la mairie de Jouy, parce que j'ai découvert qu'il y avait la maison Léon Blum. Alors, dans ma famille, on parlait de Léon Blum, évidemment, famille bourgeoise, parisienne et tout. Léon Blum était une figure. Et puis j'ai découvert... un peu comme une poule devant un couteau, qu'est-ce que je fais de la maison Léon Blum? Ça m'a obligé à creuser la personnalité de Léon Blum, et puis à rassembler toute une équipe d'origine très très variée pour travailler sur la maison Léon Blum. Et ça m'a permis d'acquérir une meilleure connaissance de Léon Blum. Et Léon Blum est un homme formidable, qui a fait non seulement de la politique, mais aussi de la littérature, du théâtre, de la critique. Il a été journaliste à sa façon, si vous voulez, qui a eu sur la situation de son pays des visions extrêmement perçantes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Et qui manquent maintenant ? Des hommes comme ça, il manque ? Cette stature-là manque, bien évidemment. Mais vous savez, quand il était président du Conseil, il n'a pas eu des jours très faciles non plus. Et il n'est pas resté très longtemps au pouvoir. Ça me rappelle un peu Mendès France, qui n'a pas duré non plus. Absolument. Et qui sont reconnus par la suite. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ces hommes-là, malgré une présence courte, sont capables d'imprimer une marque forte sur leur pays. De Gaulle a été un peu plus long. Depuis ces gens-là, il n'y a pas quelqu'un qui, d'après vous, a imprimé comme ça Là, vous me demandez de donner mes opinions. Ouais. Là, oui. Alors, il faut remonter à beaucoup de mandats pour trouver quelqu'un qui était de la stature de... Voilà, très bonne réponse. Puisqu'on parle de la maison Léon Blum, elle est en travaux, là, en ce moment ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette maison ? Quand est-ce qu'elle va rouvrir ? Oui, très bien. C'est une maison qui est très simple. Hein. C'est une maison qui date du XVIIIe siècle, je crois. Oui, c'est ça, à l'origine, qui a été achetée par Jeanne Blum lorsqu'elle est rentrée de captivité avec Léon Blum. Et puis, Léon Blum s'y est réfugié donc, avec sa femme pour y vivre les 5 dernières années de sa vie. Donc, je le répète, c'est une maison très simple. On a encore le bureau de Léon Blum, un grand bureau de Léon Blum qui est tel qu'il était quand il est parti. On a la cuisine, on a la chambre, etc. C'est donc une maison qui dégage énormément de charme. L'inconvénient, c'est que c'est une maison petite qui est difficile d'accès pour des groupes. Et on a donc décidé, d'une part, de la réhabiliter pour la sortir de l'eau, pour la mettre à l'abri, etc., en essayant de garder son charme, ce qui n'est pas facile. Et d'autre part, de bâtir une salle d'accueil à côté, tout à fait à côté, un emplacement d'un ancien garage, de façon à ce que les groupes puissent se réunir là, se préparer à la visite et puis ensuite passer dans la maison. Donc les travaux sont bien commencés et devraient se terminer pour une ouverture de la maison qui est prévue au moment de la septembre. Comment c'est septembre ? C'est les Journées du patrimoine. Voilà. Absolument, d'accord. Donc encore quelques mois et on pourra... L'objectif, c'est Journée du patrimoine. Vous êtes invité. Avec grand plaisir. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique.
La suite de cet hebdo politique avec Jacques Bélier, le maire de Jouy-en-Josas. Vous avez voté, comme toutes les communes, il y a quelques semaines, le budget 2017. Est-ce qu'il a été difficile ? Est-ce qu'il a été, on m'a dit contraint même, tellement c'était compliqué ? Oui, le mot contraint est une évidence. Enfin, c'est le mot que tous mes collègues maires ont sûrement utilisé. Et ça dure déjà depuis 2-3 ans, puisque depuis 2-3 ans, les dotations de l'État diminuent très fortement, avec des prélèvements de solidarité dont on ne discute pas le principe, mais le montant et la rapidité avec laquelle ce prélèvement a cru, et puis peut-être aussi le non-contrôle de ce qui est fait de ce prélèvement de solidarité porte question. Donc aujourd'hui, en 2 ans, on a sur un budget de 10 millions, on a perdu de l'ordre de 1 million. Vous voyez, la marche à franchir est de l'ordre de 1 million. Alors budget contraint, et chaque année, on se pose la question, est-ce qu'on va être obligé d'augmenter les taux d'imposition ? On a senti le vent du boulet en 2017 et on va réussir à voter un budget sans augmentation du taux d'imposition, donc de fiscalité locale, encore cette année. Ceci au prix d'efforts de revisite, comme on dit, réanalyse des services que l'on donne à la population pour économiser sur tel ou tel service, comprimer tel ou tel autre, supprimer tel ou tel service qui nous paraît marginal et qui s'adresse à une frange très limitée de la population, et puis reconsidérer aussi les tarifs. Et de cette façon, on est arrivé, disons, à combler l'écart qui nous était imposé par les circonstances extérieures, je dirais, d'origine gouvernementale. Vous allez pouvoir tenir comme ça les autres années ? Je ne suis pas sûr. On tient comme ça depuis 2004. Donc le mérite en revient à ma prédécessrice, je ne sais pas si ça se dit comme ça, Madame Le Saint. On a suivi son exemple et on a tenu pendant 9 ans, comme je viens de vous le dire. Sauf bonne surprise, il est probable qu'en 2018, on sera obligé de reconsidérer cette position. Alors bonne surprise qui viendront évidemment d'un gouvernement dont on ne sait pas du tout dans quel sens il s'orientera. On essaie aussi de se trouver des ressources à marche forcée, des ressources complémentaires. Et finalement, la mairie fait des métiers pourquoi elle n'est pas faite, c'est-à-dire d'être propriétaire de sites qu'elle peut mettre en location pour avoir des ressources pérennes. Vous n'avez pour autant pas annulé vos vœux. Cette cérémonie a été annulée dans d'autres communes. C'est un choix, je ne sais pas, vis-à-vis de vos habitants que vous aimez bien rencontrer peut-être, ou que c'est une fête que vous ne voulez pas supprimer ? C'est un choix délibéré pour 2 raisons. Fondé sur 2 raisons. Je dis, la première raison, c'est que ça ne nous coûte pas cher. C'est de l'ordre de 3 000, 4 000 euros. Caroline Campagnol, qui est derrière, peut en témoigner. C'est elle qui tient les cordons de la bourse. Et j'en suis très fier, parce que ça veut dire qu'il y a une implication de tout le monde pour faire fonctionner ça d'une manière à la fois sobre et conviviale. Et puis la deuxième raison, c'est celle que vous dites, c'est-à-dire l'agrément qu'on a ou l'intérêt qu'on a à donner l'occasion à la population de se retrouver dans une atmosphère festive pour échanger les vœux, pour parler à droite à gauche, etc. Et c'est très chouette. Cela aussi, je vous invite. Très bien. Avec votre micro. Vous avez accueilli 2 réfugiés dans votre ville l'an passé. Ça s'est, on peut dire, mieux passé que dans d'autres villes, notamment votre voisine, les Loges. C'était important pour vous, ce geste, ou vous n'aviez pas le choix ? Ou peut-être les deux ? C'est imposé par la préfecture, on le sait souvent ? Non, pas là. Justement, le débat est totalement différent aux Loges. Aux Loges, le préfet souhaitait trouver un site de 100, pour loger 100, excusez-moi si le chiffre n'est pas précis, une centaine de réfugiés. C'était un centre de passage temporaire, il y avait un hôtel qui était disponible. Le préfet a très rapidement, avec très peu de préavis, demandé à la maire des Loges d'accueillir ces réfugiés. Donc il y a eu une levée de bouclier dans une ville qui fait 1500 habitants, donc qui est très petite. Nous, c'est différent. On n'a pas de site de cette nature, et c'est une démarche volontaire qu'on a eue, qui a été de se dire il faut qu'on partage la solidarité qu'on prétend devoir appliquer aux réfugiés. On peut être réfugié demain aussi. Donc voilà, on partage cette solidarité. Et Jouy-en-Josas va porter une petite partie de cette charge-là. Alors c'est très modeste et on n'a pas à s'en flatter. Il y a un circuit d'obédience catholique qui tourne avec l'association Welcome et qui accueille des réfugiés qui tournent. Donc c'est pas un réfugié, c'est plusieurs réfugiés qui tournent. Et puis la ville a mis à disposition d'un petit groupe de volontaires dans la cité pour accueillir
un réfugié qui a fait venir sa femme. Maintenant, c'est un couple de réfugiés. Ils attendent même un bébé. Et on a mis à disposition un logement communal à titre temporaire en attendant qu'ils s'établissent, qu'ils se stabilisent et qu'ils à la fois trouvent un boulot, un logement définitif, etc. Donc voilà, c'est une petite pierre qu'on a apportée dans le jardin du gouvernement. Alors, chez vous, visiblement non, mais dans certaines villes, ça a été vraiment source de tension. Il y a beaucoup de gens, notamment, on parlait tout à l'heure des gens qui sont assez malheureux et contre l'arrivée de ces réfugiés. Et voilà, vous comprenez ces gens-là ou pas ? Tout dépend de leur motivation et la façon dont ils l'expriment. Je ne comprends pas le rejet du réfugié, ça c'est sûr. Je ne comprends pas. Ceci dit, j'admets qu'il puisse y avoir des inquiétudes, des manifestations pas de rejet, mais des manifestations d'inquiétude, oui. Je comprends ça, oui. Vous avez aussi d'ailleurs sur votre territoire une aire d'accueil des gens du voyage. Oui. Voilà, oui. La totale. Voilà, non, mais voilà, ça montre une ouverture, c'est vrai. Certains des habitants nous disent c'est la totale. Ceux qui nous mais plutôt avec le sourire, c'est pas. Oui, il y en a quand même qui reprochent. Il y en a qui nous reprochent. Non, je ne prétends pas que l'unanimité de la ville soit en faveur de ces équipements-là. Oui, parce que d'abord c'était dans nos obligations d'origine. On avait une aire qui était en bordure de la ville, très près des axes de circulation. Donc on a proposé ce terrain-là à Versailles-Grand-Parc, dont c'est la compétence. Voilà, c'est ça, c'est Versailles-Grand-Parc qui vous a... Oui. Et puis ça se passe bien. Deux chantiers importants viennent de se clôturer. D'abord le Vieux Moulin qui a été rénové et agrandi pour accueillir différentes structures. Et puis on parlera peut-être de la maison intergénérationnelle. Tous ces travaux dans votre centre-ville, ça fait vivre aussi la ville et ça permet aussi le rapprochement de tous les habitants. Les travaux permettent pas trop le rapprochement. Les travaux, au contraire, soulèvent des réactions. Oui, mais quand après on voit qu'il va y avoir la médiathque, l'office de tourisme, ça fait circuler un peu les... Tout à fait. Je crois que les habitants, dans leur majorité, là encore, on n'a jamais l'unanimité non plus sur des travaux, sont très contents de cette revitalisation du centre de ville, qui, vous ne l'avez pas dit, mais est passé également par la réfection de la rue principale qui s'appelle la rue Oberkampf, et puis l'ouverture de cette médiathèque qui est juste à l'entrée de la rue Oberkampf, avec un restaurant, avec le point d'information jeunesse, l'office du tourisme, et puis un pôle multimédia. Voilà. Donc toute cette activité-là est très bienvenue et les gens sont contents, c'est sûr, oui, tout à fait. Et ça ouvre, la seule regret qu'on puisse avoir, et je l'ai d'ailleurs ce regret, c'est qu'on ait mis tant de temps à faire sortir de terre ce projet et à le mettre en œuvre. C'était un projet du mandat précédent. D'accord. Vous avez précisé récemment que 720 personnes, dont 85 Jovassiens, sont en attente de logement sur Jouy-en-Josas. Qu'est-ce que vous faites pour y remédier ? On fait ce qu'on peut. Oui. C'est-à-dire on guette toutes les opportunités. Je crois beaucoup, pour employer un grand mot, à la mixité sociale, à la nécessité de ne pas faire des ghettos de gens riches, des ghettos de gens pauvres, etc., ou en difficulté. Donc on guette toutes les occasions de racheter ou faire racheter des groupes d'appartements ou des appartements par des bailleurs sociaux. Mais les occasions sont très rares. Donc la seule réponse que je peux vous dire, c'est qu'on fait tout notre possible. Et c'est très frustrant pour la personne qui s'en occupe, qui est Marie-Hélène Aubert, conseillère vice-présidente du département d'ailleurs, qui s'occupe de ça, et elle en parlait encore avant-hier. C'est très frustrant de devoir refuser des logements à des gens qui en cherchent. Alors on va transformer un immeuble du bureau en logement, par exemple, une cinquantaine de logements vers le haut de Jouy-en-Josas. Un autre projet sur d'anciens tennis de table qu'on va transformer en une douzaine de logements sociaux également. Donc c'est les opportunités sur lesquelles on se précipite quand on le peut pour essayer de répondre à cette demande qui est pressante, vous avez raison de le dire, très pressante. Pour finir, une actu un peu plus légère, j'ai vu qu'il y a quelques jours, votre ville a reçu un prix du label Ville et Village Fleuris. Pour vous, c'est une récompense en l'air ou c'est bien important pour Jouy-en-Josas ? Alors là, vous me taquinez parce que... donc je vais vous donner la parole officielle. C'est une récompense très importante pour la ville de Jouy-en-Josas. Je vais la relativiser en vous disant c'est simplement le 4e pétale d'une fleur qui pourrait être triple ou quadruple. Oui. Bon, donc c'est une étape. C'est déjà une ça. étape. Mais je suis très fier pour mes
pour le service des espaces verts, qui est formé d'une très belle équipe avec 4 personnes qui en veulent et qui vraiment se dévouent à rendre souriante la ville de Jouy-en-Josas. Je l'ai dit, vous êtes vice-président de la communauté de Versailles-Grand Parc en charge de la commission culture et sport. On parle beaucoup de sports, même internationaux et nationaux en ce moment sur la région, avec l'arrivée des JO. Comment est-ce qu'on travaille là-dessus quand on est vice-président de Versailles-Grand Parc ? Très peu. C'est vrai ? Mais oui, très peu, parce que là, pourtant, il y a certaines... ce qui vous a échappé, c'est que la compétence de Versailles-Grand Parc, c'est enseignement musical et sport de nature, sport de plein air, pardon. Donc vous n'avez pas du tout les compétences JO, même s'il y a certaines choses qui seront sur Versailles, pas du tout. Non. Alors, on va participer, par exemple, à une compétition style JO qui va se passer pour le sourire d'ailleurs à Bailly-Noisy-le-Roi, mais on ne participe pas à la préparation. Si la France et les JO, ça vous sera pas, sauf si Versailles-Grand Parc décide de mettre ça dans sa compétence et de dire la préparation des JO relève aussi de la compétence de Versailles-Grand Parc. Ça vous tenterait de faire ça ? Pourquoi pas ? Vous ne le demanderez pas spécialement. C'est trop tôt pour vous le dire, mais on a effectivement des visions sur le plan sport. Alors ceci dit, la ville de Jouy est quand même très active. Il y a 70 associations à Jouy, dont les 3/4 qui sont des associations sportives très vivantes, avec des classements à très haut niveau dans les différents sports. Il y a un trail du Josas qui est organisé par le responsable des sports et qui a un très grand succès. On a 1600 coureurs qui se dispersent dans les environs de la vallée de la Bièvre. Et puis... la course royale aussi quand même ? Non, toujours pas ? On y participe, mais ce n'est pas nous qui sommes organisateurs. Que là, le trait du Josas, c'est nous les organisateurs. Non, l'activité de la vice-présidence dont vous parlez est surtout du côté de enseignement musical. D'accord. Il a fallu qu'on l'organise entre nous, qu'on le rationalise, qu'on monte une structure intelligente et assez souple pour accepter à la fois des associations musicales et des écoles en régie, c'est-à-dire des écoles qui étaient communales auparavant. Et là, ça commence à être sur les rails et j'en suis très heureux. Musique, c'est de la musique. Plutôt de la musique, très bien. Merci beaucoup, Jacques Bellier, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Merci de votre accueil. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez retrouver l'émission, comme toutes les semaines, en podcast audio et vidéo. C'est sur radiosensation.fr. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain. Au revoir. L'hebdo politique sur Sensation.